Alors, sous les applaudissements de la salle. Et le voilà. Goodbye, Stan. Moussa. C'est un vrai soleil, Hop, ça. ce garçon. Soleil noir. C'est une référence, hein. Vous connaissez. Bon. Alors, Moussa Senabsa, il faudrait quand même s'expliquer. Oui. Pourquoi cette absence? Mais je n'ai pas été absent en fait. Je dis, je En faisais peinture, rien. non. En peinture, non. Je faisais rien, mais beaucoup de choses se faisaient en moi. Et, mais entre Terango Blues déjà en 2007, en 2011 j'ai fait Yolé, et en 2014 j'ai fait un film, enfin en 2013 j'ai fait une série qui s'appelle C'est la vie, pour la télé. Bon, Ah ben, c'est du travail, hein. on fait des choses, on C'est est du d'accord. travail. Et puis après, j'ai fait Black and White, 4 fois 1 heure pour France 3. Série aussi. Série. Mais c'est bien, Et c'est bien. puis, Moussa. non, c'est me faire la main. Et puis, ben, pour moi, la télé, c'est un exercice pour moi. Ça me permet d'abord de gagner un peu de sous. C'est important. Mais aussi, ça me permet d'expérimenter des choses, de voir quelle forme travailler avec les acteurs, quels sont les... Tu vois, j'essaie tout le temps, ah oui, j'essaie tout le temps de m'améliorer. Hein. C'est bien. Je dis, j'apprends Un homme tous les modeste, jours. on peut l'applaudir. Un homme modeste. J'apprends tous les jours, croyez-moi. Hein. J'apprends de tout le monde. Alors là, tu dis que Raleigh, en fait, c'est le dernier film de la trilogie, Oui. commencé donc avec Tableau Ferraille, Uh-huh. continué par Madame Brouette, que les gens du coup n'ont pas forcément vu, et puis terminé avec celui-là. Donc il faut parler pourquoi cette trilogie. C'est quoi dans ta tête cette trilogie? Pour moi, je vous ai parlé un peu des femmes de ma vie. Oui. Des femmes qui m'ont élevé, des J'ai femmes... plein de questions à te poser à ce sujet de la part de certaines dames qui demandent si tu es marié, pas marié. Oh, bon, ben, écoute, je suis marié. C'est entre nous, Entre nous, on va en parler après. Mais je suis polygame, moi. Hein. Je me suis trompée. Voilà. J'ai répondu Vous une dame savez, tout à l'heure. j'ai toujours été fasciné par les histoires de femmes. Pour ne pas offenser les hommes, mais je vais le dire quand même, les histoires des hommes ne m'intéressent pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ben, ça, nous non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me touche pas. Les histoires des femmes sont plus belles, Profonde. plus profondes, plus sensibles. C'est des histoires qui nous renversent, qui nous amènent à notre fragilité, mais aussi à notre humanité. Et donc, moi, j'ai été élevé, comme je disais tout à l'heure, j'ai été élevé par 7 femmes. C'était 4 tout à l'heure, non? Non, 7 femmes. 7. Ma grand-mère. Mes 2 grand-mères. Mais, parce que j'ai eu des grandes tantes. J'ai grandi dans une maison où il y avait au moins, quand on mangeait, on était une trentaine. Les cousins, les cousines, les tantes, les grandes-tantes, les femmes, les gens de passage, les troubadours qui passaient à la maison, parce que notre maison était une maison de griots, où les musiciens passaient, restaient 1 semaine, 1 mois, 1 an, finissaient par se marier avec une de mes tantes. Donc j'ai toujours été... et comme ma mère n'avait pas de garçon, n'avait pas de fille, pardon. Ma mère n'avait pas de fille, donc j'étais la fille de ma mère. Étant la fille de ma mère, j'étais toujours dans les pagnes des femmes. Elle ne se rendait même pas compte qu'il y avait un garçon avec elle. Parce que j'étais le petit alors à l'époque. J'étais le go-between entre elle et leur amant, ou leur prétendant, ou leur fiancé. Je faisais des commissions et j'étais là, j'écoutais quand même.
Parce que j'aime beaucoup observer et écouter. Et ça, c'est une de mes caractéristiques. Ma mère m'a toujours dit, mais tu es toujours en train d'écouter, tu es toujours en silence. Et donc, moi, j'écoutais toujours les petites histoires qu'elle se racontait. Et j'ai dit, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai dit, j'ai envie de raconter les histoires de ces femmes. Ça nous plaît, nous, hein, franchement. Ah ben, j'imagine. Donc on va peut-être lancer le film, Oui. lancer Raleigh. Oui. Non, mais je sais pas, c'est au cas où. Ben, c'est-à-dire que ce film... Ça commence un peu de la même façon que Ce film part. est important, mais comme Madame Brouette aussi. Voilà, comme Madame Brouette aussi. Tous mes films commencent de la même façon. Je n'invente plus rien. Je suis un peu paresseux. C'est pas ça. Mais c'est que j'aime cette forme de narration. Parce que chez nous, on commence toujours par la fin. Quand on raconte une histoire, on dit, tu sais quoi, Mamadou est mort. Tu dis, Mamadou, c'est qui? Non, l'autre, le mari de l'autre, là, qui c'est le faiseur de malin, là. C'est le gars avec qui on a mangé, qui était habillé en rouge. Mais si, non, tu vois, le mec long, puis un peu machin. Et donc, on prépare l'auditoire à accepter le récit. Et là, le film, par contre, la chance qu'on a, c'est que tu as des dates. Tu as mis des dates. Exact. Hein, à 20 ans, à 10 ans de différence. Donc Exact. là, on se repère facilement. Parce que c'est pas un flashback compliqué, il y a des dates marquées. Oui, mais parce que je voulais justement marquer le temps qui s'est passé entre la première scène et les scènes suivantes. Donc j'ai toujours voulu, moi, d'une certaine manière, reconstituer ma mémoire. C'est un peu complexe à dire, mais reconstituer ma mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui me touche et comment les choses se font en moi. Comment je digère les choses. Quand je me remémore une histoire, qu'est-ce qui revient le premier dans ma tête? Et souvent, et c'est un exercice que je fais souvent, ça commence par la fin. C'est la fin qui vient toujours au départ. Et qui déroule justement l'histoire. Donc, toutes mes histoires sont comme ça. Et je pense que c'est une manière très africaine de raconter. Et ça marche. Alors, tout à l'heure, Moussa, on parlait des acteurs de ton film, Tableau Ferraille. Là, j'aurais voulu qu'on rende hommage quand même à ce magnifique acteur avec ses grandes raies blancs. Ah, non, fais pas pleurer. Mais non, mais bon. Ah. Vous allez voir un personnage dans le film, malheureusement il est mort, donc il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Et c'est un personnage extraordinaire. J'aurais juste que tu en parles un tout petit peu, que les gens puissent le regarder. Pour moi, c'est l'ange. C'est un ange. Mais non seulement c'est un ange, mais c'est un porteur de rêves. Et une courroie de transmission entre ce qu'on devrait être et ce qu'on est. Est-ce qu'on peut l'appeler griot? Non. Non, c'est un ange. C'est un passeur. C'est un passeur. Mais c'est plus l'ange. L'ange indescriptible. L'ange unique qu'on ne voit pas. Mais qui est là avec sa beauté, sa grâce, sa prestance, sa manière de délier l'histoire et sa manière de regarder aussi le monde. Et je pense que Mentor a été pour moi... J'ai travaillé 2 fois avec Mentor Ba. J'ai travaillé 2 fois avec Mentor et c'est une personne délicieuse, pleine d'attention, disponible. La personne qui ne parle jamais à haute voix, qui vient toujours dire « Mais Moussa, tu penses que je pourrais faire ça ?» Il était d'une douceur extraordinaire, mais en même temps un érudit. Quelqu'un d'une sagesse infinie. Voilà. Vous ne pouvez pas le rater dans le film parce que c'est l'homme qui a les grandes dreads mais qui descendent jusque-là blanches. Il est beau. Il est beau comme un dieu. Voilà. Donc bonne projection. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon. Ah, vous êtes silencieux. Ils t'attendent. C'est un peu un film somme quand même, hein, Khaled. C'est un peu un film somme. Je veux dire la somme de plein de choses que tu mets dans des autres films. Oui, tout à fait. Alors
Tout à l'heure, tu disais que sur Tableau Ferraille, c'était la musique qui t'avait guidé au départ dans l'inspiration. Là, c'était quoi? Les faits de société. Les faits de société, parce que je me suis retrouvé à lire comment dirais-je, les faits divers. Et puis chaque semaine, je trouvais que il y avait une jeune fille violée, un petit garçon, une fille violée, assassinée et jetée dans les poubelles. Et puis ça n'arrêtait pas. Et puis je me suis mis à écrire des chansons pour ces blessés de l'enfance. Et puis je me suis mis à me dire, mais pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un adulte qui a quand même les bordels un peu partout à Dakar, c'est pas ça qui manque à Dakar, hein. Pourquoi, ou avec 2 €, excusez-moi, mais tu tires ton coup. Et pourquoi les adultes s'en prennent aux petites filles de 12, 10, 11, 13 ans, qui gâchent leur vie comme ça. Et puis je me suis mis j'ai écrit la première chanson qui s'appelle Kalember. C'est la chanson de la fin. Les mains c'est le munuro Kalember, rire aussi mon fils de la glaire, moussa me betagakar, tal sama xol mu set ci bakar, dugub jebina saxifes, bare di bawan. Donc j'ai commencé par cette chanson, et cette chanson m'a amené à écrire les premières lignes de ce scénario. Et je pense que plus j'écrivais, plus j'enrageais. Et plus j'enrageais, plus je me dis, mais je veux me mettre à la place d'une petite fille. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais une petite fille de 15 ans, qu'une personne de ma famille, parce que les viols se passent en gros dans les familles, hein. Il ne faut pas chercher le cercle ailleurs, hein. Les cercles des viols, chez moi en tout cas, ça se passe à l'intérieur de la famille, ou à l'école, souvent. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, plus j'avançais dans mon récit, plus je me rendais compte de la fragilité de la jeune féminine. Surtout des jeunes filles dans les quartiers populaires, avec la promiscuité. Promiscuité, c'est quelque chose de très important dans ce cas-là. Parce que tu voyais dans une même famille, 3 générations, avec des cousins et des cousines, ils vivent sur 50 mètres carrés, où tout ce qui se passe dans une chambre répercute dans l'autre chambre, ou une femme qui passe, qui va aller aux toilettes, ou qui va prendre sa douche, doit frôler presque la braquette de l'oncle pour aller dans les toilettes. Donc et puis cette nudité cachée un peu, comme ça. Et puis un jour, j'ai visité un ami d'enfance qui est de Tableau Ferraille, et j'ai observé. Ils habitent au bord de la mer, dans une maison. Quand j'étais petit, c'était une grande maison, mais quand le père est mort, le grand-père est mort, la maison a été divisée par 8. Donc, c'était de 8 petites maisons, et dans chaque maison, il y avait une dizaine de personnes. Et donc, la promiscuité était évidente. Les gens se croisaient, mais vraiment dans les couloirs, de manière très, très intime, même à la limite. Quelqu'un qui est dans la salle de bain, tu entendais tout. La nuit, sûrement quand quelqu'un fait l'amour, tu entends les ébats à travers les parois. Donc, il y avait quelque chose qui était à la limite, pour moi, de l'indécence, hein, sociale et psychologique. Mais ce qui m'a vraiment
choqué, c'est l'histoire d'une petite fille que un psychologue que je connais qui s'appelle Cédric Morbeil, que vous avez vu dans mon film Yolé, qui est un grand ami à moi. Et il m'a dit, mais Moussa, écoute, je vais t'amener à Pékin et tu vas parler à une amie à moi qui s'occupe des femmes violées. Et j'ai passé une journée avec ces femmes. Les récits, en fait, beaucoup de choses qui sont dans le film viennent de ces récits. Hein. Y en a une qui m'a dit, tu sais, il y a des hommes qui ne mériteraient pas d'avoir une femme. Parce que ils ne valent rien. Et puis je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais quand je me vois, moi, j'avais 13 ans à l'époque, j'allais à l'école, j'avais beaucoup de rêves, j'avais de l'espoir de devenir pharmacienne ou docteur. J'étais brillante à l'école, j'étais la meilleure de ma classe. Et puis, je me suis retrouvée à 15 ans enceinte. Et tout le monde voulait que j'avorte, mais j'avais peur de mourir. Parce que dans les quartiers populaires, avorter, c'est mourir. Hein. J'avais peur de mourir, donc je me suis enfui pour ne pas subir l'avortement. Donc il a gardé l'enfant. Mais cet enfant, c'est l'enfant de son oncle. Mais chez nous, l'oncle n'existe pas. L'oncle, c'est un concept occidental. On appelle le petit père. Le petit frère de ton père, c'est ton père. C'est pas ton oncle. Donc, j'ai trouvé ça tellement fort d'une petite fille. Quand elle avait accouché, je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans. Elle avait cette petite fille dans ses bras, très minuscule, et j'avais l'impression que j'ai dit, mais c'est pas, à la limite, cette fille est plus âgée que sa mère. Tu vois, quand je regarde et puis, ce qui m'avait étonné, c'est les yeux de ce bébé. Ce bébé avait les yeux d'un adulte. Cette fille regardait le monde avec des yeux d'adulte, déjà bébé. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle voit? Et je pense que ça a été un des premiers pas de l'écriture de ce film. Je vais poser encore une question et je vous passe le micro. Le départ du film, c'est quand même une sorte de... C'est tragique parce que c'est quelque chose qui veut du coup faire que l'histoire se reproduit, mais c'est le père, c'est la mère sur son lit de mort en fait qui donne sa fille, sur la volonté du père, à cet oncle qu'elle n'aime pas. Oui, mais parce que justement, je voulais trouver un déclencheur de l'histoire. Un déclencheur de l'histoire, et je voulais chercher ce déclencheur à l'intérieur de la famille. Et à l'intérieur de la famille, dans Tableau Ferraille, par exemple, tu vois la grand-mère, tu vois le grand-père, tu vois les vieilles tantes. Et j'imaginais une grand-mère mourante, aimante, qui tient à ses petits-enfants, comme moi avec mes petits-enfants. Mes petits-enfants, moi j'ai 4 petits-enfants avec qui je vis, et ils gambadent dans ma chambre, ils se permettent tout, ils rentrent dans mes trucs, ils prennent mes trucs, ils prennent mon argent, ils me disent après, bah oui, j'ai pris 1000 francs. Et puis, donc, je vois cette... franc CFA. Hein. Du franc CFA. je prends, et puis je me suis dit, mais en fait, ce qui se passe dans cette société, au niveau du microcosme familial, c'est le reflet du mal social, du mal de la communauté. Et quand j'ai voulu faire ce film, je me suis toujours dit, par quel bout prendre la chose? Par quel bout? Est-ce que je prends ça du point de vue de l'adulte qui a fait? Est-ce que je prends du point de vue de la famille? Est-ce que je prends du point de vue de la victime? Et est-ce que je dois en faire une victime? Ou est-ce que je dois en faire une femme qui décide, non, je ne vais pas avorter. Non. Parce que je n'ai pas envie de mourir. Mais je garde l'enfant. Je garde l'enfant pour jeter à la face de la société les rebuts. Ces rebuts. C'est tard.
ces choses horribles que la famille cache. Parce que quand ça se passe dans une famille, on cherche toujours à cacher. Non, non, il ne faut pas en parler. Non, non, on va régler ça en famille. Le linge sale se lave en famille. De toute façon, ça va passer. Il ne faut pas que les voisins apprennent ça. Et puis, à la limite, ils vont prendre la petite fille et l'amener dans un autre village. Et moi, ça m'avait tellement bouleversé de voir ces petites filles de rien du tout dans cette résidence de femmes violées. Mais quand je rentrais dedans, ce qui m'avait le plus obsédé, c'est les cris des bébés. Les bébés qui criaient. Tu rentres dedans, tu entends des cris. Les bébés qui criaient. Et puis, ça m'avait... Ça, c'était le truc obsessionnel hein, à un moment donné. Mais... et plus j'avançais dans l'écriture, dans mon écriture à moi, mon écriture personnelle, c'est-à-dire une forme d'intériorisation de ce qui se passe, et je me suis rendu compte qu'en fait, Moussa, tu vas raconter ça de manière frontale, sans masque. Affronte la société. Dis à la société ce que tu penses. Ne te cache pas derrière un alibi, quoi que ce soit. Sois entier. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. C'est de dire au monde et à ma société, en tout cas, voyez le mal que vous faites aux autres. C'est à vous-même que vous le faites. Hein? Quand on fait mal, on se fait mal. Mais ce mal-là, je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire, dès le départ, je commence par le crime. Et on se pose la question, mais pourquoi il a tué? Et après, je montre comment, comme dans Tableau Ferraille, comme dans Madame Brouette, comment l'histoire s'est déroulée sous nos yeux. Tu réponds à ta question? Oui, tu as répondu à peu près à ma question, je reviendrai. Est-ce que vous avez des questions? Le micro est là. Hein? Ou un point de vue, ou des choses à partager avec Moussa? J'ai une question, c'est une petite parenthèse. Attends, il y a le micro là, le micro. Déjà bravo pour ce film, passionnant. Tu viens de parler de l'entrée en matière. Tu commences par le crime et tout à fait, enfin par le crime, par le meurtre. Est-ce un crime? Je ne sais pas. Mais c'est clair que si jamais tu n'avais pas commencé par ça, on avait un feel-good movie jusqu'au dernier quart d'heure, quoi. Mm-hmm. Et c'était pas possible. On tenait pas. On comprenait plus ce qu'on faisait là, quoi. Mm-hmm. Et donc tu crées l'attention avec cette première image, c'est clair. Mais sinon, oui, sinon c'était un feel-good movie un peu trop feel-good. Tu peux passer derrière. Jamais il n'y avait pas eu ça. Moi, c'est une petite parenthèse. J'ai vu, on voit dans le générique un certain Zoulou. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Zoulou? Oui, puis en plus, j'ai oublié tout à l'heure, je voulais en parler dans Tableau Ferraille. Zoulou est... le tableau dans Tableau Ferraille. Zoulou est... C'est important dans votre vie. Oui. Oui. Ben, Zoulou, c'est mon cousin. C'est un peintre qui m'a accompagné toute ma vie. Hein. J'ai vécu plus de temps avec Zoulou qu'avec aucune femme. Zoulou, c'est mon ombre. On le voit d'ailleurs dans Tableau Ferraille. Dans Tableau Ferraille, il joue dans Tableau Ferraille, il est décorateur dans ce film, et, enfin, il m'accompagne partout. Donc, c'est un artiste qui fête ses 50 ans de cinéma, de peinture. Là, on a eu un mot de lui hier, justement. Un artiste fabuleux pour moi, un des plus grands artistes africains, qui m'a initié à la peinture, justement. Je peins grâce à lui. Et c'est un compagnon de très longue date. Je l'ai connu à l'âge de 13 ans. Vous faites le calcul, hein. Non, on ne dira pas, on ne dira pas. Ça fait plus de 50 ans que je le connais. Pourquoi tu posais la question? Tu le connais, Zoulou? Oui.
C'est les amis de Zoulou. Non, non, mais je sais, mais bon, il faut quand même qu'ils disent pourquoi ils posent la question sur Zoulou. Non, je sais qu'il est très important dans la vie de Moussa. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, il y avait un tableau de lui dans Tableau Ferraille, le grand tableau, on montre. Hein, et qui était au Festival de Cannes. oui, ben, au Festival de Cannes, quand on a fait la grande exposition, etc., c'était un des peintres qui était là pour peindre en permanence Voilà. pendant une semaine, donc avec d'autres artistes peintres. Il peignait des fresques en permanence. Donc voilà, tu étais effectivement à ce Festival de Cannes, je crois que c'était en 99. Ouais. Et on avait des films, on avait des poètes, on avait des peintres, on avait des Makena Diop qui faisaient des contes tous les soirs avec d'autres conteurs. Et donc c'était effectivement Zoulou et d'autres peintres venant du reste, c'était autour du monde noir, hein, tout le monde noir, qui peignaient, et les toiles étaient extraordinaires. Ils peignaient devant les gens, ils peignaient toute la journée en fait. Tout à fait. Oui. Alors moi, je voulais d'abord vous remercier pour ce film riche en émotions et qui met en scène des sujets vraiment brûlants et même révoltants. Et j'ai deux questions. Est-ce que, tout d'abord, le mariage arrangé est toujours une coutume répandue dans votre pays? Et la seconde, est-ce que le viol est puni vraiment par un tribunal et par la loi, quoi? Alors, la première question, c'est les mariages arrangés existent tout le temps. Parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en Afrique qui sont du domaine des lignages et des alliances. Une famille, pour garder la lignée, voudrait, par exemple, moi je vous donne mon cas particulier, hein, c'est un cas particulier. Ma mère a toujours voulu que j'épouse une cousine. Elle s'est fâchée contre moi pendant 3 ans. Elle ne me parlait pas. Et oui, il faut que tu l'épouses comme ça. Ça veut dire, comme ça, la richesse reste dans la famille. C'était ça, enfin, d'une manière triviale. Ça veut dire que en épousant une cousine, la famille s'élargit, mais s'enrichit. Hein? Que les biens du mari soit partagé avec sa cousine, donc avec sa tante, donc avec sa mère, donc avec ses cousines. Donc, Ça reste en famille. Donc tout reste en famille. Moi j'ai dit non maman, je ne veux pas, non, mais laisse-moi faire. Et puis ma mère, ça a été un drame pour elle. Et les mariages arrangés, c'est souvent aussi une question de sang, donc d'alliance, donc d'héritage aussi, que ce qui appartient à la famille, entre guillemets, revienne à la famille, que ça ne sorte pas dans une famille qui n'est pas dans la famille. C'est pourquoi le père a dit, j'aimerais bien que ma fille épouse son cousin. C'est-à-dire que mon neveu épouse sa cousine. Parce que c'est comme ça, moi dans ma génération, je peux dire que, allez, 70% de mes amis se sont mariés avec leur cousine. 70%. Leur cousine. Dans un autre village, dans une autre contrée, dans une autre région, mais ça reste dans la famille. Et puis, ça c'est la première chose. La deuxième question? Le viol, est-ce que c'est puni en fait? Le viol est puni de 10 ans. Oui, donc c'est comme tu le dis dans le film. Et moi je trouve que c'est peu. Ouais, ça c'est sûr. Moi je trouve que le viol... Alors, moi j'ai puni le viol par l'exil. Alors, ce qui est... Parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez que la prison est une invention de l'Occident. L'Afrique n'avait pas de prison. En Afrique, si tu commettais un crime, on te demande si on ne peut pas te tuer.
on te demande de compter, dépendant du crime, 200 à 300 villages. À l'époque, les villages étaient distants parfois. C'est pourquoi tu trouves des Ndiaye au Tchad. C'est pourquoi tu trouves des Diop jusqu'au Cameroun. Des gens qui ont été expulsés, à qui on a demandé d'aller à 500 villages. Allez, tu comptes 500 villages, au 500e village, tu vas t'installer. Mais ça, c'était une manière de protéger la société. C'était une manière de dire, d'abord, de punir non seulement l'homme, mais toute sa lignée. C'est ça qui est extraordinaire. On punit la lignée, on ne punit pas une personne. Tu partais avec tout le monde. Donc tu voyais au 16e, 17e siècle, on voyait des caravanes de familles ou même de villages qui partaient s'installer 300 km, 300 villages, je ne parle pas de kilomètres, je parle de villages. 300 villages, il fallait les compter. Hein. Un village, 2 villages au Mali, 3 villages, 5 villages au Niger, 5 villages machin au Tchad, au Cameroun. Et après, tu te retrouvais jusqu'en Égypte. Mais je ne raconte pas, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, pour moi, le viol, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas une punition à la hauteur du viol. Parce qu'un viol détruit un être. Un viol, ça détruit un être. Ça casse tout d'une personne. Et 10 ans, pour moi, c'est vraiment peanut. Pour moi, et je me suis... Quand le film est sorti à Dakar, ça a créé un débat incroyable. Le ministre de la Justice même s'en est mêlé. Parce que moi, j'ai dit, c'est à perpète. Tu fais un viol, c'est perpète. Parce que tu as tué une âme. Tu as tué quelqu'un. C'est pire que tuer. Donc, débat, tout le monde en a parlé. Et jusqu'à présent, moi, je me bats pour que le viol sur des personnes mineures, c'est perpète pour moi. Et donc, ce tribunal, c'est un tribunal inventé? Oui. Les 2 tribunaux populaires que tu as fait? Mais oui, parce que je ne voulais pas faire un tribunal classique. Non, je voulais montrer que nous avons une manière de punir, et cette manière-là, c'est la manière ancestrale de punir. On ne t'enfermait pas dans une prison, on te donne à manger, on te donne à boire, et après quand tu sors, tu dis, moi j'étais en Gambie. Tu étais en Gambie. Non, j'étais parti en Italie. Ah, j'étais parti, mais parce que personne ne sait où tu es. Pardon, monsieur, et quand on tue, on fait quoi? Quand on tue, La petite, comme il y a 2-3 jours, là, en France, qui a été tuée, assassinée, on fait comment? On n'entend rien. Hein. Ah ben, donnez-lui le micro. Bon, c'est très bien, votre film était magnifique, vous posez des questions assez originales, mais bon, cette petite était violée, bon, elle mérite d'être punie, mais comme vous dites, 10 ans, c'est pas assez. Et si elle avait été tuée, on fait quoi? C'est ça que je veux dire. Si elle avait été tuée? Oui, violée et tuée. Ah ben, ça pour moi, vous voulez mon avis à moi personnellement? Oui. Moi, je l'exécute moi. C'est bien, bravo. En France, c'est ce qui se fait. Il y a une petite fille qui vient d'être tuée il y a 3 jours, de 10 ans. Et violée. Pardon? Il y a une fille qui a été violée? Violée et tuée. Il n'y en a pas qu'une, hélas. on va leur donner à manger tout, et puis quand il sortira, il recommencera. C'est comme ça. Mais ça, c'est les lois civilistes. C'est les lois de la République, comme on dit. C'est le code pénal et le code de procédure pénale et le code de machin et le code de machin. Alors,
si c'était dans le temps, j'imagine en France, si c'était dans le temps, cette personne, ça va finir en duel. Ça finirait en duel. Tu fais ça à ma fille, eh bien, on va faire un duel. Ou tu me tues ou je te tue. Mais un duel où moi je t'attache les mains dans le dos. Hein. Un duel sans merci. Donc, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Pour revenir donc sur le tribunal de femmes et tribunal d'hommes, puisqu'il y en a deux. Hein, et puis je voulais du coup, à cause de ça, parler des couleurs des vêtements. Parce que dans le premier film, le chœur étant habillé en bleu, donc est-ce que c'est la couleur de Baïfal ou c'est toi qui as inventé cette couleur? Et là, en fait, il y a plusieurs couleurs. Il y a le rouge qui revient beaucoup, le blanc aussi pour les femmes. Donc tu joues sur les couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment et c'est quoi les significations? Pour moi, tu sais, ces troubadours, poètes, chanteurs, conteurs, témoins, voyeurs, appelez-les comme vous voulez, pour moi, c'est des êtres, je parle souvent de la rumeur. Ils interprètent la rumeur, mais ils interprètent aussi l'âme de la société. Et quand ils sont en rouge, c'est qu'il y a évidemment quelque chose qui va pas bien se passer. Vous savez, dans le royaume Diola d'Oussouy, que je connais très bien, et je viens de finir un documentaire sur le roi d'Oussouy, il n'y a que le roi qui peut s'habiller en rouge. Le rouge est un symbole royal. Je m'habille en rouge demain alors. Le rouge est chez les Diola, le rouge est l'habit royal. Il n'y a personne dans la société. Tu ne peux pas rendre visite au roi en étant habillé en rouge. Et moi, je me dis, je vais transposer ça d'une autre manière. C'est-à-dire que cette femme, cette jeune femme, Awa, c'est comme une reine. Et les premières personnes qui l'entourent pour l'amener au crime, c'est les princes de la société. Ce sont les princes de la cité. Les princes qui accompagnent leur héroïne à commettre l'acte de vengeance. Et ils en sont fiers. Ils en sont même fiers d'être témoins de tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est que quand ils sont en blanc, ou quand ils sont en bleu, ils portent le deuil. C'est le blues. Quand ils sont en blanc, ou elles sont en blanc, c'est la douceur. C'est la chose immaculée. C'est la chose vierge. C'est la chose de la tendresse. C'est comme quand elle chante une berceuse à la fille, quand la maman sort de la chambre. Elles sont toutes en blanc. C'est la même chose quand il y a le mariage, où elles dansent. Elles sont en blanc. Et c'est des moments d'allégresse, c'est des moments de plaisir, mais c'est aussi des moments d'attention, où on questionne le monde, on questionne les êtres par rapport aux relations humaines qu'ils ont. Donc pour moi, les couleurs symbolisent énormément de choses dans mon récit. Caroline? Bonjour, moi je suis arrivée par hasard sur ce festival et franchement je suis ravie de voir au moins 2 films. Et là pour le coup sur ce film-là, moi j'ai juste envie de faire un immense compliment au réalisateur pour la mise en valeur des caractères de femmes, des personnalités de femmes qui sont montrées sur cet écran. Et pour moi c'est un immense hommage à... Excusez-moi, c'est l'émotion.
à l'autodéfense des femmes. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais je pense que ce que vous venez de dire est tellement juste, parce que je pense que, moi ce que je voulais faire, je ne suis pas un féministe. Hein. Mais vraiment, hein, Pourtant, ce film est un acte féministe. Oui, mais je ne suis pas féministe au sens de l'acception moderne du féminisme qui oppose hommes et femmes. Hein? Mais ça c'est une interprétation de certains féminismes, en fait. Voilà. Parce que les féminismes que moi je trouve justes, ce sont des féministes qui ne s'opposent pas aux hommes. Exact. Voilà, exact. qui travaillent avec. Exactement. Tout en sachant qu'il y a des moments où effectivement c'est mieux d'être en non-mixité pour régler certains problèmes. Exactement. Voilà, par exemple, quand on écoute, moi je suis dans une association où on fait de l'écoute, quand on écoute, soit au téléphone, soit dans un rendez-vous, une femme qui a subi des violences sexuelles et sexistes, il est bien évident qu'on ne va pas travailler avec un homme à ce moment-là, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je ne vais pas garder le micro. Non, je comprends. Caroline est là, juste derrière vous. Je comprends très bien ce que vous dites, madame. Mais je pense que, enfin, moi, mon propos est très, très sévère sur les crimes. Je suis très sévère sur les crimes. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre, parce que j'ai des filles, moi. J'ai des filles et j'ai des petites filles. Hein. Donc, je ne peux pas laisser une société martyriser et violer et violenter des jeunes filles de rien du tout, qui pourraient être mes filles ou mes petites filles. Donc, je me dois d'élever la voix et de dire au monde, attention, vous êtes en train de vous autodétruire. Parce que celui qui viole, il est misérable. Il faut être vraiment malheureux, misérable, une poux, quelqu'un qui ne vaut rien pour arriver à cet état de bestialité, pour moi. Donc, j'ai aucune pitié pour ces gens-là. J'ai juste une toute petite question sur les prénoms des jumeaux. Adam et Ève, c'est un choix volontaire. Enfin, oui, mais Adam et Ève. Mais tu sais, chez nous, les jumeaux, c'est Adam et Ève, ou c'est nous, Hassan. C'est comme ça, les jumeaux. Hein. En général, pour nous, dans la cosmogonie afro-islamique, disons, les jumeaux, c'est Adam et Ève. C'est Adama et Hawa. Mais ça renvoie à l'interdit. Ça renvoie à jusqu'où on peut aller, où se trouve le péché, quelles sont les limites de nos libertés. Qu'est-ce qui fait que on peut... Pourquoi il y a l'inceste? Qu'est-ce qui définit l'inceste? Pourquoi l'inceste est banni? Pourquoi dans n'importe quelle société, même chez les Mormons, il y a des garde-fous? Je ne défends pas les Mormons, hein, pas du tout même. Mais je trouve que Adam et Ève, la pomme d'Adam, pour moi, c'est la limite fragile de la sexualité. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où il faut s'arrêter. C'est intéressant en tout cas parce que dans Augure, il y a aussi des jumeaux qui naissent, et c'est une malédiction par contre, quelque part. Exact. Hein? Est-ce que les jumeaux à toi sont... Les jumeaux, pour moi, les jumeaux... Dans la cosmogonie Wolof que je connais, les jumeaux sont comme deux anges. Deux anges qui peuvent sentir les mêmes choses. Souvent chez moi, les jumeaux sont habillés de la même façon. Quand tu vas
deux personnes, homme ou femme, ou homme ou garçon et fille, ou fille, fille, ou garçon, garçon, ils sont toujours habillés de la même façon. C'est pour les protéger de l'œil. Parce que chez moi, l'œil est vampirique. C'est l'œil qui... Mais quand... Ah, c'est intéressant, c'est votre question maintenant. Parce que c'est une question d'œil. Donc c'est une question de regard. Mais comment on regarde l'autre? Qu'est-ce qui fait que on regarde une fille de 12 ans, les nichons dehors? Tu sais, quand on va à Émitaille, le premier plan d'Émitaille, où tu vois cette fille qui se lave dans la rivière, qui se bat dans la rivière, ce machin. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans le pays Bassari, au sud-est du Sénégal. J'étais avec des amis sénégalais et français. Parce qu'on on avait une 4x4, on voulait sortir, et puis on voulait voir un peu le pays Bassari, comme des touristes à la con. Et puis, on est arrivé dans un village, et à la rivière, à Mabo, on a vu des jeunes filles, presque à poil. Et on les a vues traverser le village avec des adultes qui s'occupaient de leur petit, sur l'arbre à palabre. Tout le monde s'occupait. Personne ne prêtait attention à ces filles-là. C'est comme si, allez, c'était des êtres qui passaient. Quand ces filles sont arrivées vers nous, arrivées comme ça devant nous, elles se disent, putain, regarde, putain, t'as vu? Tiens, le regard. Tu sais comment le regard se transforme, comment le regard s'est citadinisé, comment on a été formaté à l'occidental de regarder le corps de la femme comme un être, comme un élément sexuel et pas comme un élément rituel. C'est les deux différences. Le corps sexuel ou le corps rituel. Tu voyais des jeunes filles de 16 ans qui étaient à la puberté, qui avaient des corps magnifiques. Mais vraiment, hein, quand tu les regardes, tu dis, mon Dieu, c'est des bombes. Mais dans le regard de la communauté, c'est du rituel. Ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles qui sont au passage de l'âge, qui vont aller d'un cercle initiatique à un autre cercle initiatique pour devenir femmes. Donc on ne les voit pas comme des femmes. À la limite, on les voit comme des symboles de la société en transformation, qui passent d'un état à un autre. C'est juste une initiation. Mais on n'a jamais vu un regard sexué. Mais nous, citadins, ou parisiens, on dit, tiens, t'as vu l'émission? Donc, on regardait le sexe. On ne regardait pas le rituel. On ne voyait pas dans ces corps sublimes de jeunes femmes avec des sourires, avec une innocence corporelle complètement. Elles dansaient, elles jouaient, mais elles jouaient comme des enfants. Elles n'étaient pas là pour nous séduire. Elles riaient de nous-mêmes quand on les regardait. Parce qu'elles voyaient dans les regards de certains le désir. Et ça les faisait rire. Parce que ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Ce n'est pas leur univers. C'est leur passage rituel. C'est un passage initiatique. Donc vous voyez à quel point nos regards sont pervers. Nos regards c'est les magazines, c'est la télé, c'est tout ce qu'on nous abreuve de publicité, de chanteuses à la con, qui exhibent leur machin, qui machinent leur forme, qui nous montrent leur sexualité, ridicule d'ailleurs. Et puis, ces filles, avec des raffias, avec un ventre, un corps complètement nu, avec de l'huile de palme un peu partout, avec des sourires extraordinaires sous ce soleil éclatant,
une vraie beauté humaine, mais qui n'ont pas de miroir, qui ne se regardaient pas dans le miroir comme des objets sexuels, mais qui se voyaient dans leur conscience comme des personnes allant d'une initiation d'adolescente à une autre initiation de femme adulte, donc prête à être mariée. Il y avait des mains qui s'étaient levées tout à l'heure, mais je ne les vois plus. Derrière, non? Bon, ben, si vous êtes content, ouais, allez-y. Une petite dernière question. Merci beaucoup pour ce beau film. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait un livre écrit là-dessus. Non, c'est tiré d'un livre. C'est tiré d'un livre. D'un scénario qui n'avait rien à voir avec le scénario, mais que j'avais acheté, Oui. justement parce qu'il y avait un viol fait par des ados sur des ados. C'est un truc de collégien que j'avais acheté, que je trouvais intéressant, mais que j'ai transformé totalement en ce scénario. Et là, tu l'as écrit avec Ben Dioguey. Avec Ben Dioguey, qui est un très grand cinéaste. Un très grand cinéaste, un grand humaniste aussi. Quelqu'un qui a énormément de talent, et qui est presque comme mon compagnon maintenant. Hein. Quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Et Pierre Magny, qui est un auteur canadien avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a été mon assistant dans Madame Brouette. Alors moi j'ai quand même une dernière question par rapport à l'immigration, parce que du coup dans Yolé c'est quelque chose que tu dénonces à fond, et là en fait du coup ça se finit bien, il y a un happy end dans ton... Ah non, c'est pas happy end. D'accord, en tout cas il ne meurt pas. Parce qu'en fait, il dit qu'il est arrivé. Oui, on n'en sait rien en fait. On vérifie pas, tu veux dire. Il dit qu'il est arrivé. Si vous y croyez, c'est bon. Moi, j'y crois pas. Ah oui. Moi, je pense qu'il est arrivé, qu'il est esclave en Libye, ou qu'il s'est retrouvé coincé quelque part, interpellé par les gardes-côtes marocains ou tunisiennes qui les ont kidnappés et qui en font des esclaves dans leur vie, enfin dans leur champ de tomates et de pommes de terre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, quand il dit je suis bien arrivé, il est bien arrivé, il va envoyer de l'argent. Bientôt. Il le dit. Il le dit. Mais c'est très étonnant quand même que tu le retraites comme ça, ce sujet, alors que dans Yolé, t'es allé autrement dans le... oui. C'est pas du tout traité de la même façon. Non, mais parce que là, je voulais justement laisser libre cours à l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il est arrivé, il y a des gens souvent... Bon, pour être franc, hein, je vais être franc. J'ai tourné son retour en haillons. Les mains, les poches vides. D'ailleurs, l'homme aux grandes tresses lui dit c'est pas grave si tu as pas failli. Grave, viens, reviens. Tu es misérable là-bas, là. C'est pourquoi tu es le misérable. Rentre au pays. Hein? Ça vaut mieux que de mourir dans... Donc, tu sais, il y a quelque chose que j'annonce qui montre qu'il n'est pas heureux là où il est. Et c'est ça que je voulais montrer. Quoi qu'il arrive, même s'il est arrivé là-bas, là, il n'est pas heureux. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Moussa.